Bonjour, bonsoir, vous êtes sur TV5 Monde, bienvenue sur la planète de l'excellence et de l'art de vivre, NEC plus ultra. Cette semaine, mode, antiquité, gastronomie et médecine anti-âge vont au fin fond d'un jardin anglais tendre le cou à quelques idées reçues pour vous informer ou peut-être vous faire rêver. Sommaire. Deux chefs, 4 mains, 5 étoiles pour les 30 ans de ce palace. À ce congrès, pas de cure de jouvence, seulement la science pour mieux vieillir. Art islamique, les 1001 merveilles de la galerie Kevorkian. Je vous parlerai de l'Angleterre une autre fois. Pour le moment, direction Reims. Les célèbres crayères fêtent leurs 30 ans et pour l'occasion, le directeur Hervé Faure et le chef étoilé Philippe Mille ont préparé à l'intention de leurs fidèles clients et amis quelques jolies surprises. Aujourd'hui, on lève le voile. C'est gastronomique, ultra gastronomique évidemment. Pour fêter ses 30 ans, le domaine des Crayères n'a pas voulu se contenter seulement d'un champagne, même très bon. Il lance des menus partitions, un repas sans fausse note dirigé par Philippe Mille, le chef du restaurant, et un invité triplement étoilé, une émulation savoureuse. C'est une date anniversaire pour nous, cette maison a maintenant 30 ans. Ce lieu inspire l'envie, la créativité, les rencontres. Et on a imaginé avec Philippe Mille un événement autour de la gastronomie, parce que ce lieu a longtemps été un haut lieu de la gastronomie, près de 20 ans, 3 étoiles. Donc on s'est dit, voilà, cette adresse, c'est quand même la gastronomie, ce savoir-faire à la française. Partageons-le, fêtons-le, célébrons-le. Le château a été construit au début du XXe siècle. Des plats et un menu éphémère, mais quelque part ça laisse une trace forte parce que c'est des équipes qui se rencontrent. Nos équipes sont allées auprès des équipes de Jean-Georges Klein à Landsbourg et ont découvert une autre façon de travailler tel produit et tel produit. C'est un enrichissement absolument magnifique. C'est un autre niveau de luxe, mais qui fait que ce lieu prend de la profondeur. On ne s'y ennuie pas, on a envie d'y revenir. Et nos clients grandissent, sont émus au travers de ces expériences, et nous aussi. Et donc, c'est aussi un luxe que de pouvoir partager ces émotions. 6 chefs, 3 étoiles, ont accepté l'invitation du domaine. Donc c'est plusieurs mains, donc on commence avec Jean-Georges Klein, mais on va continuer aussi toute cette histoire avec Monsieur Troisgros, puis pour la première fois avec son fils César aussi. Et puis on va continuer avec Gilles Goujon, Anne-Sophie Pic, merveilleuse qui vient aussi pour faire ce repas. Et puis on continuera au moment des champignons avec Monsieur Marcon, qui va nous faire exalter aussi tous ces champignons, ces morilles, ces cèpes. Et puis on va finir avec Monsieur Paseda, autour de la mer. Et puis en fin d'année, le repas majestueux autour des chefs qui ont traversé cette maison, qui ont un jour travaillé ici. Voilà, une année merveilleuse et riche en expérience, riche pour nous, parce qu'il va falloir qu'on étudie aussi tous leurs plats chez eux et puis les refaire ici, mais aussi pour le client, le plaisir de pouvoir avoir cette diversification de chefs et de pouvoir s'exprimer aussi autour de ces assiettes, de pouvoir goûter, plaisir des yeux et bien sûr de la langue et du palais. Les chefs se répartissent les plats. On invite le chef, c'est le chef qui choisit. Voilà, il y a 4 plats, il choisit une entrée, un poisson, une viande ou un dessert. Et puis nous, on s'adapte. Voilà. Là aujourd'hui, M. Klein, il a choisi de faire un petit tartare de langoustine, un tartare de langoustine en 2 versions. Hein, la version européenne et puis la version un peu exotique. Et puis nous, donc du coup, on a fait un poisson et une viande. Au domaine depuis 2010, le très talentueux Philippe Mille a déjà obtenu 2 étoiles. On se partage le menu, 4 plats, et puis nous on fait 2 plats, il fait 2 plats, mais autour du champagne. Nous on essaye aussi de mettre aussi les produits, les producteurs régionaux aussi en avant. Une cuisine alliant tradition et générosité. Montrer aussi tout le potentiel rémois, champenois qui peut être dans l'assiette et retrouver ce paysage justement dans l'assiette et le faire découvrir aux clients. Premier invité, Jean-Georges Klein, chef 3 étoiles installé dans les Vosges. Dès lors qu'on m'a dit qu'il y a un 4 mains avec Philippe Mille, c'est tout à fait évident qu'on accepte. C'est avec un grand plaisir que je suis venu ici pour pouvoir faire un 4 mains avec lui.
Cet autodidacte propose une cuisine créative. Il a réalisé l'entrée et les desserts. 2 desserts. Un dessert d'abord le fraise yuzu pistache et un deuxième betterave vanette. Voilà. Jean-Georges Klein travaille particulièrement la texture des plats. Et avec son expérience, sa vision de la pâtisserie, de la cuisine, va m'aiguiller, va me conseiller plus d'être comme ci, d'être comme ça. Et puis au final, c'est un travail à deux qu'on va aboutir sur une belle assiette. Ces chefs ont le goût du partage. On fait la qualité de cuisine, mais en même temps, on est une clientèle qui l'apprécie. Et pour apprécier une cuisine, c'est le moment de convivialité. Un moment de convivialité agrémenté de quelques bulles. En 30 ans, le domaine est devenu un temple de la gastronomie, pourvu que ça dure. Et hop, quelques kilos de plus en perspective. Mais vous allez voir, ce n'est peut-être pas si grave, car au dernier congrès anti-âge à Monaco, la graisse a été mise à l'honneur. Rêver de jeunesse éternelle est probablement utopique, mais vieillir en beauté et sans que cela se voie, ce n'est presque plus un rêve. 11 ans que le congrès existe et il n'a pas pris une ride. À Monaco, pendant 3 jours, 8000 professionnels de la médecine anti-âge venant de plus de 120 pays se réunissent pour échanger sur les dernières avancées. Les nouveautés existent réellement et sont des nouveautés qui sont réellement innovantes. En particulier sur la graisse, on en a fait un sujet important du congrès. Et aussi, il y a des nouveautés sur le froid. Le froid pourrait remplacer le bistouri. La particularité de la cryolipolyse, c'est qu'en fait, elle constitue l'équivalent d'une petite liposuction. Donc il va éviter la chirurgie, car en fait, ça reproduit un phénomène qui est étonnant mais connu de longue date, qui est que sous l'effet d'une exposition au froid très particulière, la graisse peut disparaître, c'est-à-dire que les cellules graisseuses vont disparaître, elles se suicident, c'est ce qu'on appelle en médecine l'apoptose. L'apoptose, c'est la mort naturelle d'une cellule, et les cellules graisseuses, normalement, ne s'éliminent pas, comme nos neurones. Et là, sous l'effet du froid, elles vont le faire. Il faut un médecin pour la pratiquer, mais c'est un traitement qui est intéressant parce qu'il n'y a pas de suite importante. On peut reprendre l'activité professionnelle le jour même et il y a des résultats comme évidents, à condition bien sûr de bien respecter les indications précises. Autre nouveauté, un appareil utilisant des ultrasons pour raffermir la peau. C'est une technique qui a un effet tenseur sur le contour du visage, sur l'ovale, éventuellement sur la paupière lorsque celle-ci tombe et on sait que c'est très fréquent. Et en fait, c'est à base d'ultrasons. Alors pourquoi ultrasons? Les ultrasons vont très profondément, beaucoup plus que les lasers. Et on peut, en faisant concentrer les rayons d'ultrasons en un point précis, en profondeur, avoir un effet thermique très puissant qui va provoquer une contraction des tissus. Et là, en fait, l'idée, c'est de le faire sur des profondeurs de 4 mm et demi, 3 mm, ce qui correspond aux couches les plus profondes de la peau. En fait, quand on a un relâchement du visage, c'est justement à ce niveau-là que la peau se relâche. Cette année, la tendance est à la combinaison de plusieurs techniques pour un résultat plus naturel et, si possible, sans opération. Ce symposium est marqué par l'arrivée effectivement de produits qui sont plus adaptés à la correction de la bouche, des lèvres, en les réhydratant, en les modulant, sans pour autant les déformer. On a des produits, des acides hyaluroniques, qui ont une qualité qui va être double. Tout d'abord, ils sont mélangés à de l'anesthésie locale. Ce qui fait que plus de praticiens injectera et plus la zone va s'endormir et moins la patiente sentira ce que l'on fait. Ce qui nous permet à nous, praticiens, d'être plus précis. Des traitements qui restent des actes médicaux, quand même. Derrière chaque produit, il y a un médecin, évidemment. Alors c'est également l'importance de l'éducation des médecins, des formations. Ce que nous faisons tous aujourd'hui, les orateurs dans ce type de congrès, où nous formons nos confrères, nous leur donnons un petit peu tous les détails et les précisions pour injecter mieux. Et ces produits permettent de retarder l'âge des premiers liftings et ça, c'est un plus. Il y a toutes sortes effectivement de dispositifs médicaux qui nous permettent aujourd'hui d'agir, on va dire, en attendant de faire peut-être le geste chirurgical.
Il n'est pas rare aujourd'hui d'avoir des patientes de 45, 50 ans qui viennent nous voir pour des gestes chirurgicaux et c'est encore trop tôt, alors qu'autrefois on avait tendance à leur proposer la chirurgie. Aujourd'hui on leur dit mais écoutez, c'est trop tôt. Est-ce que ces soins allègent le geste chirurgical? Le geste chirurgical, dès le moment qu'on doit le faire, on ne peut pas dire qu'il a été facilité du fait d'autres traitements préalables. Par contre, on peut voir certains effets de ces traitements lorsqu'on opère. La star du salon, la lipo-injection. La lipo-injection consiste à prélever de la graisse sur une patiente et lui injecter pour donner du volume à son visage. Je pense que la meilleure solution aujourd'hui, avec les techniques que nous avons, est d'utiliser de la graisse très concentrée. Vraiment très concentrée. Vous en injectez un peu sous la peau et elle devient beaucoup plus ferme. Les kilos en trop peuvent donc servir. On sait depuis une dizaine d'années qu'à l'intérieur du tissu graisseux, il y a des cellules régénératives, des cellules souches et que celles qui sont actives. Pour vous donner une idée, avec 120 grammes de graisse, on va récupérer 50 millions de cellules. Et dans ces 50 millions de cellules, il y a entre 3 et 5% de cellules souches qu'on peut séparer et qu'on peut cultiver et qu'on peut transformer. Mais dans l'état actuel, on est plutôt dans de l'utilisation immédiate en autologue, c'est-à-dire on prépare le produit, on l'utilise tout de suite et c'est votre graisse qui vous donne le produit pour vous. Pour le moment, on ne les sépare pas. Mais il y a beaucoup de projets de recherche en cours pour dire, à partir du tissu graisseux, on peut séparer les cellules souches, et ces cellules souches, on peut les transformer. C'est-à-dire, on va en faire de l'os, on va en faire du cartilage, on va en faire des vaisseaux. Donc on rentre dans une notion qui est la médecine et la chirurgie régénérative, et peut-être demain, ça sera le traitement de l'arthrose. Vous voyez, de l'arthrose du genou, c'est des cellules qui vont permettre de refabriquer du tissu nouveau. Le corps a la capacité de s'auto-guérir. On a des choses simples qui sont ce qu'on appelle le PRP. Le PRP, c'est le plasma riche en plaquettes. On prend du sang, on récupère les plaquettes. Les plaquettes sont le produit qui permet la cicatrisation. C'est le starter de la cicatrisation. Donc ça, c'est quelque chose qui est simple. C'est des kits qui sont sur le marché et qui sont maintenant largement utilisés dans le vieillissement et largement utilisés chez les sportifs. La médecine régénérative pourrait révolutionner le traitement médical. Progrès scientifique, vieillissement de la population, le marché de l'esthétique et de l'anti-âge est en plein essor. Il a progressé de 10% en 2012. On veut vieillir belle. Ça veut dire que l'âge apparaîtra toujours, mais avec une certaine harmonie, quelque chose de plus doux, de plus joli. Les joues moins creuses, les yeux moins raidés. On a tout envie de ça, et tous d'ailleurs. Les hommes aussi sont séduits. Ils sont 15% environ à avoir recours à la chirurgie contre 5% seulement il y a 20 ans. La cure de jouvence n'existe pas, mais il est possible de bien vieillir. Ceux qui ont la passion du beau et de l'Orient vont être heureux, car je les emmène voir 1001 merveilles à la galerie Kevorkian. 3 générations d'antiquaires se sont succédées ici. Après avoir fui la Turquie, Karnid Kevorkian ouvre en 1923 la première galerie consacrée à l'art islamique. 40 ans plus tard, sa fille Anne-Marie prend le relais. En 2006, c'est sa petite fille qui rejoint les lieux. Corinne possède un diplôme de muséologie à l'école du Louvre. J'ai été immergée dans le chaudron depuis toute petite. C'est mon grand-père qui faisait partie de cette diaspora arménienne qui était venue de Turquie et qui avait essaimé en Europe et aux États-Unis et qui faisait partie de cette époque de grands collectionneurs, entre autres d'origine arménienne, qui ont beaucoup contribué, qui se sont beaucoup intéressés aux arts de l'islam parce que c'était les régions dont ils venaient, même si eux-mêmes étaient chrétiens, et qui donc ont beaucoup contribué par leur collection, en étant marchands aussi, à faire connaître ces arts en Occident. La galerie a 2 spécialités, l'archéologie du Proche et Moyen-Orient et les arts de l'islam.
Je trouve que c'est une civilisation et des arts qui sont absolument passionnants parce qu'il y a une approche qui est totalement différente de l'art occidental, de la tradition de la Renaissance et en amont gréco-romaine. Et de ce fait, il y a une modernité dans ces arts et un regard sur l'esthétique et sur le monde en général qui est tout à fait passionnante. Corinne Kevorkian se passionne pour la céramique, un art majeur en islam, mineur en Europe. Elle présente une sélection de pièces de l'Antiquité au XVe siècle. Ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'il n'y a pas cette distinction entre art majeur et art mineur. Et du coup, il y a certains médias dans l'art islamique, comme la céramique par exemple, qui est particulièrement développée, qui est particulièrement touchante. Comme cette pièce décorée d'une tresse ajourée. Je trouve que la céramique islamique a vraiment, pour moi, valeur de sculpture, par exemple, et d'œuvres autres que, voilà, une céramique islamique n'est pas simplement une coupe, un pot, etc. C'est vraiment une œuvre d'art, un support à réflexion, à contemplation, etc., au même titre que n'importe quelle œuvre sculpturale. Donc c'est vraiment un art artistique à part entière, et pas seulement décoratif ou ornemental. Exemple avec ces coupes du Xe siècle. Ce sont des pièces d'une très grande modernité, donc qui datent du Xe siècle, d'Asie centrale ou de l'Est de l'Iran. Et les inscriptions, qui sont en très belle écriture, en calligraphie koufique, qui ornent le pourtour de la pièce, sont en général des aphorismes moraux, philosophiques, etc., qui sont en rapport avec le partage, la notion de partage, de générosité, etc. Donc même si ces pièces n'ont pas ou peu servi, peut-être dans certaines occasions exceptionnelles, en tout cas, on garde toujours à l'esprit la dimension utilitaire de ces objets et la signification de cette fonction. Sur cette coupe de la fin du XIIe, début du XIIIe siècle, les cavaliers sont le symbole du bien-être et de l'aisance de la vie à la cour. Les vers que nous avons ici, à 2 ou 3 exceptions près, sont des vers romains de Méditerranée orientale, donc d'époque pré-islamique, des alentours de l'ère chrétienne, des premiers siècles après l'ère chrétienne en général. Et effectivement, ce qui est merveilleux dans ces objets, c'est que d'une part, ils sont d'une fragilité qui est assez presque inquiétante, mais très émouvante. Et d'autre part, ce qui est très beau, c'est qu'il y a tout un travail du temps et de l'enfouissement dans la terre qui, quelque part, enrichit encore la beauté de ces objets. Et notamment, un certain nombre d'entre eux ont de superbes irisations qui sont vraiment en fait provoquées uniquement par le hasard et le travail du temps. Ces pièces fabriquées il y a plusieurs centaines d'années témoignent de la richesse de civilisations passées. Difficile parfois de s'en séparer. Ce qui est vraiment fantastique, c'est effectivement de tomber sur un objet dont on tombe amoureux. C'est vrai que ça devient très difficile et très compliqué parfois de s'en séparer, mais en tout cas de vivre au moins temporairement avec et de le mettre en valeur après, c'est un aspect formidable. Il y a vraiment une présence dans ces objets. C'est vrai qu'il y a une histoire, il y a une beauté intrinsèque qui fait que voilà, il y a une sorte de vertu qui est au-delà justement d'un aspect purement décoratif. Corinne Kevorkian participe à la Biennale des Antiquaires depuis 2006. Les rencontres qu'on fait avec les gens aussi sont absolument passionnantes. Et c'est vrai que parfois, certains objets, on est très content de les vendre à certaines personnes plutôt qu'à d'autres parce qu'on sait qu'ils vont continuer à avoir une histoire heureuse dans certaines collections. Comme la pièce achetée par le Louvre à Abu Dhabi. C'était une princesse, ce qu'on appelle une princesse de Bactriane, en fait, qui est plutôt, a priori, la représentation d'une divinité, d'ailleurs. Situé dans la capitale des Émirats arabes unis, ce musée doit ouvrir en 2016. Et c'est vrai que c'est merveilleux de savoir que voilà, elle continue son histoire dans un musée qui va avoir une dimension internationale, que ça deviendra certainement une pièce iconique de ce musée. Une pièce mystérieuse car on ne connaît pas l'identité précise de la princesse. Mais finalement, cette culture de la Bactriane de la fin du 3e millénaire avant Jésus-Christ, qu'on appelle aussi la civilisation de l'Oxus, est une culture qui est extrêmement méconnue. L'antiquaire est aussi un éclaireur. Participer quelque part à la connaissance de cette culture à travers un objet aussi merveilleux, c'est extrêmement gratifiant. La connaissance des arts de l'islam ne cesse de progresser en France. Depuis septembre dernier, le Louvre leur consacre même un département entier.
Comme le temps passe vite, merci de nous avoir suivis. Merci au Manoir des 4 Saisons à Oxford de nous avoir accueillis. Je vous retrouve la semaine prochaine, toujours sur TV5 Monde ou sur notre page Facebook, où pendant 3 mois, vous pouvez voir ou revoir l'émission. En attendant, voici notre coup de cœur, puisqu'à Nec Plus Ultra, le luxe est avant tout une histoire de cœur. Au revoir. En juin, les paires sont à la fête. Pour les amateurs de tourbillons, ces montres de créateurs sélectionnées par Ekaterina Sotnikova. Pour les hommes qui ont du flair, le flacon en édition limitée du parfum Terre d'Hermès. Notre paire, une perle rare forcément. Lanvin propose ses boutons de manchette et épingles à cravate. Pour surprendre un élégant, on lui offre des créations originales du joaillier Lorenz Baumer, des bijoux en or rose ou blanc. Pas classique non plus, les montres Luxe 16, elles mélangent art contemporain et haute horlogerie. Pour les papas branchés, la maison Forêt-Lepage crée des pochettes de tablettes et de smartphones à l'imprimé écaille. Patrice Fabre est un joaillier contemporain. Ses bracelets en acier et en or blanc sont pavés de diamants. Non, les bijoux ne sont pas réservés aux femmes. Design contemporain et son cristallin, cette chaîne Sony diffuse de la musique à partir d'un smartphone ou d'une tablette.